Nous sommes vendredi, c'est le 14 mars. Vous êtes dans le 13h de RTI 1, accessible aux sourds et aux malentendants. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Ramadan 2025, la première dame au chevet de la communauté musulmane. C'est un soutien de taille pour les fidèles en ce mois de jeûne. Dominique Ouattara a offert un important lot de vivres aux musulmans de Côte d'Ivoire, un geste de solidarité estimé à 130 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire accélère sa transformation numérique. Le Premier ministre Robert Mambébegré a lancé hier jeudi le projet Parae dédié au renforcement de l'administration électronique. C'est un pas de plus vers l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans la gouvernance. Et puis, Arménie, Azerbaïdjan, un accord de paix historique après plusieurs décennies de tensions et de conflits. Bakou et Erevan ont donc annoncé s'être entendus sur un texte de compromis, mais des défis restent à relever, notamment la question de la délimitation des frontières. Tous les détails dans un instant. Nous sommes en pleine période de Ramadan, un mois de jeûne, de prière et de partage pour la communauté musulmane. Comme chaque année, la première dame de Côte d'Ivoire a marqué son soutien à travers un important don de vivres aux guides religieux et aux familles musulmanes. Un geste de solidarité d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Mahama Traoré et Ambroise Asseman nous en disent plus. La première dame de Côte d'Ivoire remet aux guides religieux musulmans un échantillon de ce qui va contribuer à soulager des milliers de familles en ce mois de jeûne, le Ramadan. 3000 sacs de riz, 2000 de sucre, des cartons d'huile, de lait ou encore des pâtes alimentaires. Ce geste de cœur que nous recevons aujourd'hui est encore une fois une marque éloquente de votre inlassable dévouement à la cause des plus démunis et votre profond respect pour les valeurs de notre foi. En islam, la solidarité et le partage sont des principes fondamentaux et votre action incarne parfaitement ces nobles idéaux. 130 millions de francs CFA, c'est la valeur de cette donation qui intervient au 13e jour du Ramadan, une action que félicitent les membres du gouvernement en charge des questions de culte et de solidarité. Madame la Première Dame, votre époux et vous faites de la Côte d'Ivoire un pays solidaire, un pays du vivre ensemble, un pays où il fait bon vivre. Oui, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre beau pays un havre de cohésion et de solidarité vraie. Excellence Madame la Première Dame, vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes un modèle du vivre ensemble. La période de jeûne s'accompagne d'une dimension particulière. Elle coïncide avec le carême chrétien. C'est aussi une période de double prière, de communion, de solidarité pour la paix, pour la fraternité et pour la cohésion dans notre chère Côte d'Ivoire. Par ce geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan, la Première Dame réitère son engagement à soutenir la cause des plus faibles. Le mois de Ramadan est un mois privilégié de sacrifices et de prières qui, chaque année, donne à la communauté musulmane l'occasion de manifester de la générosité, de la solidarité et de l'entraide envers les plus démunis. C'est dans ce même esprit de partage que nous nous réunissons aujourd'hui pour apporter tous nos soutiens à nos frères et sœurs musulmans, mais aussi et surtout aux familles qui en ont le plus besoin. Cette cérémonie de remise de dons incarne les valeurs d'entraide et de compassion qui nous unissent en cette période de l'année et renforcent nos liens sociaux. Les vivres offerts par l'épouse du chef de l'État sont destinés aux mosquées, aux associations et aux communautés religieuses, entités chargées de les redistribuer aux familles vulnérables.
La Côte d'Ivoire poursuit son ambition de modernisation numérique. Hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le Premier ministre Robert Mambébe-Gré a présidé une double cérémonie, la réception des documents stratégiques sur la conservation des données et l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, un pas supplémentaire vers une administration plus performante et digitalisée. Franck Quadio, Adamakeri. Les stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données présentées au Premier ministre Robert Begré-Mambé, de même le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Double cérémonie en présence d'un parterre de personnalités gouvernementales des institutions et du secteur privé. La Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi dans le giron des pays priorisant le numérique et par extension l'intelligence artificielle comme accélérateur de développement. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la gouvernance des données visent à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d'intelligence artificielle au service du développement inclusif. Dans cette dynamique, nous profitons également pour lancer officiellement le PARAE. L'objectif principal visé par ce projet est d'œuvrer à la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l'administration et de réduire les services. Les bénéficiaires directs de ce projet sont les usagers, les services publics, les administrations centrales et décentralisées. Des stratégies et surtout un projet rendu possible grâce au financement conjoint Côte d'Ivoire Banque africaine de développement BAD, un investissement de 49 milliards de francs CFA. Ce projet illustre par ailleurs la vision de la Banque africaine de développement qui reconnaît la place du numérique en tant que levier transversal pour atteindre les objectifs de sa nouvelle stratégie décennale 2024-2033 pour une Afrique prospère, inclusive, résiliente et intégrée. Pour le chef du gouvernement haut patron, la symbolique est celle du positionnement du pays en faveur d'une administration connectée. L'intelligence artificielle est, selon Robert Begré-Mambé, un réservoir d'opportunités. Je voudrais vous rassurer, il y a déjà de nombreux acquis qui sont le fruit de la vision de notre président en matière d'intelligence artificielle et tous les dérivés. D'ici à fin décembre, nous aurons entre 529 et 559 zones blanches qui seront connectées dans le cadre du programme national de connectivité rurale. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire s'assoit sur du solide et l'avenir doit nous permettre de faire mieux, de faire fort et d'être champion d'Afrique en matière d'intelligence artificielle. Nous le pouvons. C'est pourquoi mes regards se tournent vers la jeunesse ivoirienne. Saisissez l'opportunité que vous offre le président de la République avec cette grande perspective en matière d'intelligence artificielle. Le champ d'action est vaste. Notons que, outre le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, que l'élaboration des stratégies nationales de la gouvernance des données et de l'intelligence artificielle a mobilisé plus de 60 institutions publiques et privées, auxquelles s'ajoutent 1200 experts. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, représente une opportunité économique majeure pour le continent. En Côte d'Ivoire, les préparatifs s'intensifient avec la tenue de la deuxième réunion du comité technique du comité national de la ZLECAf. Quels sont les défis à relever? Comment le pays compte-t-il tirer profit de cette ouverture des marchés africains? Élément de réponse avec Dongui Dongui. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays après l'Afrique du Sud qui fait le plus de commerce avec le continent africain, selon le directeur général du commerce extérieur. Pour renforcer cette position sur le marché africain, les autorités accélèrent les préparatifs pour tirer le maximum de profit de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Au cœur de la stratégie ivoirienne, le renforcement des capacités du secteur privé. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, donc il faut renforcer les capacités de nos entreprises,
notamment de nos petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent faire face à cette nouvelle concurrence qui va arriver. Et c'est un peu les axes de travail de la CGC, c'est de développer des partenariats avec des entreprises extérieures pour que cette initiative soit gagnant-gagnant et profitable pour l'ensemble du continent. C'est cette dynamique que la deuxième réunion du comité technique du comité national de la ZLECAf veut renforcer. Dans le cadre de la mise en place de cette plateforme, de cet écosystème, nous avons donc eu plusieurs réunions, dont celle d'aujourd'hui qui va nous permettre de d'abord valider un plan d'urgence pour avancer, mais faire le bilan, parce que nous sommes un pays qui est cité comme un modèle, parce que nous avons une stratégie nationale ZLECAf que nous avons eu plus tôt que les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan. On veut d'abord faire un bilan. C'est le sens de la réunion d'aujourd'hui. Faire un bilan de ce que nous avons pu faire et puis essayer de nous projeter sur l'avenir. Un avenir sur lequel nous devons mettre plus l'accent sur le secteur privé. La ZLECAf est portée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Son but est de créer un marché intégré de plus d'1 milliard d'habitants pour le commerce des biens et des services, ainsi que pour la libre circulation des personnes et des capitaux. On va à présent parler santé, notre bien le plus précieux, c'est en bref et en images. L'insuffisance rénale touche de plus en plus d'Ivoiriens avec un taux de prévalence estimé à 13%. À l'occasion de la Journée mondiale du rein célébrée le 13 mars, des séances de sensibilisation et de dépistage ont été organisées à Boaké, dans le Béquet. L'objectif, c'est de prévenir la maladie et inciter à un dépistage précoce pour éviter les cas d'insuffisance chronique. Le reportage complet de Corona Soro vous sera proposé dans nos prochains journaux. Face aux défis environnementaux, le financement climatique devient une priorité. Une journée de la finance verte a réuni experts, investisseurs et institutions financières à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni. L'objectif, c'est de mobiliser des ressources pour un développement plus durable. Plus de précisions avec Grace Kando. Pour atteindre les objectifs climatiques d'atténuation et d'adaptation d'ici à 2030, la Côte d'Ivoire doit mobiliser 22 milliards de dollars de financement. Pourtant, l'accès limité au financement vert constitue un frein majeur à la mise en œuvre des projets durables. Renforcer la mobilisation et l'accessibilité des finances vertes est donc essentiel pour assurer un développement économique bas carbone et soutenir la transition écologique du pays. Mettre en lumière les opportunités de financement vert et explorer les nouvelles approches innovantes pour mobiliser les ressources. La finance verte est donc un outil pour favoriser la transition écologique et le développement durable. La finance verte est aujourd'hui incontournable pour les nouveaux projets innovants dans les secteurs verts, les secteurs de l'énergie, les secteurs de l'économie circulaire qui sont porteurs de nouvelles dynamiques. Le gouvernement ivoirien a inscrit la mobilisation de la finance verte au cœur de sa stratégie nationale de développement. Dans ce cadre, notre pays s'est engagé à accélérer la transition énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Le pays s'est engagé également à favoriser l'implication du secteur privé en créant un cadre incitatif pour les financements verts et les obligations durables. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'est dit déterminé à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la finance durable et à bâtir un cadre propice à l'investissement en Côte d'Ivoire. Et parlant d'environnement, on va parler salubrité. Les lacs de Yamoussoukro, fierté de la capitale, véritable joyau touristique du district, subissent une pollution grandissante. Quelles sont les causes de cette dégradation et quelles actions sont mises en place pour leur réhabilitation? Grace Kando et Célestin Frodo ont mené l'enquête. Dans la ville de Yamoussoukro, une vingtaine de lacs qui constituent des lieux à la fois touristiques, écologiques et sanitaires. Aujourd'hui, ces lacs subissent sans cesse des agressions dues aux pollutions de tous ordres. Ils sont envahis par des végétaux aquatiques, des déchets solides et liquides. Il y a les maraîchers qui sont installés aux abords de ces lacs-là, qui enrichissent les plans d'eau en nutriments. Ils utilisent des produits chimiques, des intrants qui rentrent dans la composition des maraîchers et ces produits-là contaminent les plans d'eau. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées directement dans les lacs
qui ne sont pas d'abord épurées. Les ménages connectent directement les toilettes au système d'assainissement qui est en place. Donc, ce qui crée une pollution au niveau des lacs. Donc, il faut que chacun fasse ses fosses septiques pour éviter de polluer justement les lacs que nous traitons au quotidien. Ces bouviers et maraîchers installés à la périphérie de ces cours d'eau reconnaissent les faits. On ne peut pas faire du maraîcher sans l'eau. On s'approvisionne dans le lac pour pouvoir arroser les plantes. Si on pouvait avoir au moins un forage comme ça, pour ne pas qu'on puisse de l'eau dans le lac, ça va nous permettre d'éviter de contact avec le lac. C'est les moyens qui nous manquent. Parce qu'actuellement, avec la sécheresse, là, avec les changements climatiques, l'eau commence à diminuer dans les barrages. Donc ça nous fatigue beaucoup. Les baies s'approvisionnent dans l'eau. À ces préoccupations, les autorités communales comptent apporter des réponses durables. L'abattoir de Yamoussoukro est en construction au niveau du village d'Aposikro avec un parc à bétail. D'ici 6 mois, les travaux seront terminés. Nous pourrons délocaliser tout ce bétail qui pollue le lac numéro 6 parce qu'il y a des enclos qui sont prévus au niveau de l'abattoir d'Aposikro. Nous avons déjà mécanisé l'entretien des lacs, ce qui permet d'avoir un entretien et une rotation beaucoup plus rapide que par le passé. Au regard des fonctions multiples des lacs de Yamoussoukro, en termes d'écotourisme où la ville se responsable d'un complexe hôtelier en bordure d'un lac y a fait des aménagements pour en tirer une plus-value. J'ai créé cette petite passerelle-là, l'eau est en bas, et puis j'ai fait venir un petit bateau de l'Allemagne. Le bateau venait accoster ici, des gens montaient pour faire donc le tour. Voilà comment est-ce que la plateforme a été transformée en cascade. Une initiative qui séduit les visiteurs. C'est une très belle initiative. L'air frais à respirer, c'est propre, le lac est très propre. Contrairement à d'autres lacs, c'est reposant. Il y a un pont pour les photos, ceux qui veulent faire les contenus peuvent venir ici pour les petits montages. Un lac qui est vraiment très bien entretenu. C'est très paisible, reposant. Après une journée de travail, tu viens, ça te dégage un peu l'esprit. Dans la même dynamique, un projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro avait été lancé à l'initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Projet exécuté par le SIAPOL. Pendant près de 3 ans, le SIAPOL sur le terrain, assisté par l'État de Côte d'Ivoire, a pu enlever tous ces végétaux, laver de la canne. Le lac était propre. C'est une activité qui a été menée pour pouvoir débarrasser les lacs de Yamoussoukro de ces végétaux aquatiques. Il faut maintenir la tendance jusqu'à ce qu'on assiste à un traitement de ces eaux moins riches donc en nutriments pour pouvoir diminuer un peu l'implosion, l'invasion par les végétaux aquatiques. Il faut encore plus d'efforts en créant la brigade de sécurité, voilà, pour que vraiment l'hygiène soit de mise, puisque c'est un beau patrimoine que le premier président nous a laissé. Afin d'offrir un visage reluisant au lac de Yamoussoukro, une synergie d'action s'impose. Si nous voulons que ces lacs-là deviennent vraiment des ressources d'eau pour la vie de Yamoussoukro, ça passe par une grande sensibilisation et une responsabilité de tous les acteurs. Nous en discutions pour que nous puissions mettre en place un plan de gestion intégré avec la participation de tous les acteurs dans la sauvegarde de tous ces lacs de Yamoussoukro. Il y a un plan de gestion intégré que nous sommes en train de rédiger avec toutes les parties prenantes pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il en est de même aussi de tous les cours d'eau de Côte d'Ivoire. Les problèmes que subissent les lacs de Yamoussoukro sont également vécus par la baie lagunaire. La pollution des lacs de Yamoussoukro et de la baie lagunaire a atteint sa cote d'alerte. Yamoussoukro, pollution des lacs, une réalité, vous avez pu le voir, c'est un document signé Célestin Frodo et Grace Kando. Grace Kando, notre spécialiste des questions environnementales. Et face au changement climatique qu'on évoquait à l'instant, la BAD, la Banque africaine de développement, poursuit son engagement en faveur de l'adaptation à ce changement climatique-là. Une mission de supervision a parcouru le centre et le nord de la Côte d'Ivoire pour évaluer l'avancement des projets en cours dans le cadre du programme PIDAC. On en sait plus avec Siekwasi et Léon Brokwame. Bomizambo dans la région du Bélier, ou Kimbirila Sud dans le Kabadougou et Gengereni dans la région de la Bagoué.
À la loupe des équipes d'experts de cette mission de supervision, de nombreux sous-projets, reboisement, chaîne de valeur agricole, réhabilitation de vieilles plantations comme celle de caféier de Bomizambo. Une riche mission pour le PIDAC, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. À nous seuls, l'unité de coordination, on ne peut pas faire grand-chose. Mais lorsque le message est compris par ces différentes populations, nous pensons pouvoir atteindre nos objectifs. On a vu que vous faites aussi des plantations d'arbres. Donc c'est vraiment très bien. Tout ça combiné, ça fait que votre village contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les localités visitées du centre au nord, adhésion des populations au PIDAC. PIDAC est venu nous rassembler pour créer l'agroforesterie et puis réhabiliter nos champs. Donc aujourd'hui, ils nous envoyaient des espèces de bois. Ça nous soulage. J'aimerais dire aux autres femmes de la Côte d'Ivoire d'aider les hommes à faire le reboisement. Voilà, ce n'est pas une activité pour dire que non, c'est uniquement pour des hommes. Non. Nous, femmes, on peut aider nos hommes à faire ce travail-là aussi. À tous ceux qui vont avoir le projet dans leur village, ils n'ont qu'à prendre ça sérieux pour mobiliser les populations, les femmes, les jeunes, pour faire le reboisement. Le ministère des Eaux et Forêts l'exécute dans 8 régions, 5 au centre et 3 au nord. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique est financé par la BAD, la Banque africaine de développement et ses partenaires. La deuxième phase du projet SWED dédié à l'autonomisation des femmes et à la santé maternelle et infantile vient de s'achever. Et quels sont les résultats obtenus? Comment garantir la continuité des actions engagées? Le comité national de pilotage s'est réuni pour définir les nouvelles orientations et était présent notre reporter Godefroy Okambawa. Explication. La Côte d'Ivoire fait partie des 9 pays bénéficiaires du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, et soutenu par la Banque mondiale. Depuis sa mise en œuvre, ce projet s'est investi plus particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, à travers la réduction des inégalités entre sexes, l'autonomisation de la femme et surtout l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive aux adolescentes. C'est un projet qui a eu un très grand impact au niveau du maintien des jeunes filles à l'école. On était au début à 69%. Après la mise en œuvre du projet, nous sommes à près de 97% de taux de maintien des jeunes filles à l'école. Je peux dire aujourd'hui que les écoles couvertes par le projet SWED, nous avons eu 0 grossesse dans ces écoles-là. C'était un des objectifs de l'éducation. Les populations attendent beaucoup du SWED, parce que ça a eu un très grand impact sur leur comportement. Cette rencontre du Comité national de pilotage regroupant plusieurs départements ministériels et la primature s'inscrit dans l'harmonisation des nouvelles recommandations. Nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. C'est pour nous une grande satisfaction puisque les bénéficiaires même disent déjà qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et réclament d'ailleurs une poursuite de ce projet. Des nouvelles orientations pour pérenniser les acquis placés sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le projet SWED est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire et à l'approche de la présidentielle prévue pour octobre prochain, la jeunesse politique de Meyagui s'est retrouvée pour un forum sur la responsabilité et la paix électorale. Un échange qui vise à promouvoir des comportements citoyens et apaisés lors du prochain scrutin. On reste avec Jean-Marc Djedji. Les jeunesses des partis politiques du département de Soubré échangent et s'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Un forum est donc initié sous le thème « Des jeunes responsables pour une élection apaisée ». Ambition, sensibiliser les jeunes de la localité sur les risques des crises électorales et leur implication pour un bon déroulement de l'élection présidentielle en octobre prochain. Tous ensemble, nous les représentants des jeunes des partis politiques, nous sommes tous entendus sur un point commun qui est de promouvoir la paix dans la commune, dans le département Mandi de Soubré,
Donc nous sommes tous mis d'accord. Ce forum a été l'occasion pour les autorités administratives et politiques de la Nawa de démontrer leur volonté de réussir le pari d'une élection sans heurts dans la localité. On a voulu mettre sur pied ce forum-là pour que les jeunes s'engagent à préserver la paix. Et on a eu oreille attentive. Ils sont tous conscients de leurs responsabilités, ils ont pris des engagements et on va les accompagner à respecter ces engagements-là. Au niveau des réseaux sociaux, on a mis sur pied aussi le comité de veille numérique. Les sujets sur le droit à la participation au vote, ses principes et son rôle dans la consolidation de la démocratie ont animé ce forum des jeunesses des partis politiques dans la capitale de la région de la Nawa. Et je vous l'annonçais au sommaire, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont annoncé hier 13 mars s'être entendus sur un accord de paix à l'issue de négociations destinées à régler des décennies de conflits entre ces deux pays du Caucase qui se sont livrés deux guerres. C'est un événement historique après plus de 30 ans de conflits et de tensions, notamment au sujet du Haut-Karabakh. On est vendredi, c'est l'heure du JT des Sports. Jean-Sylvain Esso nous a rejoint en plateau pour nous livrer l'actualité sportive de la semaine. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour Hamza. Allez, on commence avec les éliminatoires du mondial féminin au niveau des U17, battus 3-1 lors du match aller. Les éléphantes U17 se sont montrées renversantes ce mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion du match retour face aux Burundaises. La remontada 3-0 a eu lieu en présence de Véronique Onan. Codognon Adélaïde l'avait prédit le dimanche dernier. La qualification de ses filles pour le dernier tour des éliminatoires du mondial U17 est désormais une réalité. La remontada ivoirienne débute à la 9e minute avec un coup franc de Zéa Alimato. Naomi Abe, buteuse face au Burundi lors du match aller, fait encore parler d'elle. Elle inscrit le second but à la 14e minute. Désorientées, les Burundaises courent après la réduction du score, mais butent sur une défense ivoirienne bien organisée. Score à la mi-temps, 2-0. À la reprise, la capitaine des éléphantes, Nguessan Adjoa Roland, offre la qualification à son pays. Score final, 3-0. Pour vaincre le Burundi, il fallait aller attaquer. Il fallait les provoquer et jouer dans leur dos comme elles ont fait à la première journée. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu un bon résultat. C'était le plus important. Ça n'a pas été facile le dimanche passé. Et j'avais dit ici que tous les matchs ne se ressemblaient pas, qu'on allait montrer notre visage aujourd'hui. Et on a corrigé nos erreurs. On a eu des blessés, on a perdu quelques joueuses, mais on a essayé de, chercher une autre solution, mais ça n'a pas marché. Pour le troisième tour des éliminatoires du mondial U17 féminin zone Afrique, la Côte d'Ivoire sera opposée au vainqueur du match Guinée-Sierra Leone le samedi 15 mars. Jean-Sylvain Esso, comment nos éléphantes ont réussi cet exploit? Écoutez, Hamza, nos filles ont montré qu'elles avaient du caractère, mais également du talent. Elles ont, pour preuve, inscrit 2 buts en 15 minutes. Et puis à la 69e minute, elles sont allées chercher cette qualification-là. Eh bien, c'est une qualification qui témoigne de la progression de nos éléphantes U17 dans cette campagne-là. Là, il reste une marche avant, pourquoi pas, d'atteindre ou de réaliser le rêve de la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, ça sera où? Oui, au Maroc, du 17 octobre au 8 novembre, avec 28 nations, contrairement aux éditions précédentes où on avait 16 pays. Dans le cadre de l'OASU, les infrastructures du lycée moderne de Trècheville ont été réhabilitées. Oui, après 3 mois de travaux, le terrain de football du lycée moderne de Trècheville a été réhabilité. Les autorités sportives ivoiriennes, dont le ministre en charge des sports, Adjemet Silas, ont procédé à l'inauguration de cette infrastructure sportive en présence de Moyabi Diabaté. Les élèves du lycée moderne de Trècheville sont tout sourire. Ils viennent de bénéficier d'une pelouse réhabilitée par le ministère des Sports et l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. La communauté éducative du lycée moderne de Trècheville, par ma voix, voudrait exprimer son infinie gratitude au ministère chargé des sports et partant à l'OASU porteur de ce projet.
Plusieurs établissements scolaires bénéficieront de ce programme de réhabilitation. La Côte d'Ivoire compte environ 1484 collèges de proximité. Et ces collèges ne sont pas dotés d'infrastructures sportives. Le faisant, on prive les élèves d'une matière d'enseignement qu'est l'EPS. L'inauguration de ce matin porte à 14 le nombre d'établissements dont les infrastructures sportives ont été réhabilitées et équipées en matériel sportif pour plus de 2 milliards d'investissements. Après la première phase du projet qui concerne 25 établissements sur toute l'étendue du territoire national, la deuxième étape est prévue pour couvrir 69 autres. En match inaugural, les élèves du second cycle ont battu leur cadet sur le score de 1-0. Et Jean-Sylvain Risso, on va terminer avec les chocs des 16e de finale de la Coupe nationale. Oui, on aura donc 15 matchs au sommet pour ces 16e de finale donc, de la Coupe nationale avec 3 chocs 100% Ligue 1. Le samedi, on aura donc à 15h au stade Alassane Ouattara de Bimpe le match entre l'ASEC Mimosa et le FC Oza, une équipe de Oza en difficulté en championnat qui n'a récolté le moindre point cette saison face à l'ASEC Mimosa. Et puis, autre gros format, AFAD Stella le dimanche, toujours à Bimpe à 15h, à la même heure, le dimanche au stade Robert Champrou de Makori. On suivra donc l'opposition entre Mouna FC et Zoma FC. Merci Jean-Sylvain. Merci à vendredi prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance et à demain 13h.